Salut tout le monde, dans cette vidéo je vais vous faire un petit résumé de ce que j'ai appris dans la réunion annuelle du fonds de Terry Smith. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, Terry Smith c'est un investisseur qu'on pourra mettre dans la catégorie qualité, même si comme on va le voir, il ignore pas du tout la partie valorisation. Et il a une performance annuelle depuis le début de son fonds il y a plus de 10 ans de 15,4% par an. Donc c'est une très bonne performance. Et donc je vais vous partager mes notes avec les choses que j'ai trouvées intéressantes. Donc on va parler de stratégie d'investissement, on va parler de valorisation, on va parler d'Adobe qui vient de perdre 14% il y a quelques jours. On va parler d'Amazon, de Fortinet. Donc le premier point que j'ai retenu, c'est l'importance de ne pas changer sa stratégie d'investissement d'année en année en fonction de la performance qu'on a eue sur une année. Donc dans la présentation, il commence par parler de ses performances de l'année dernière, 2023, et aussi des années précédentes. Et donc on voit qu'il a sous-performé le marché en 2022 et en 2023. Et dans une situation comme ça, beaucoup d'investisseurs particuliers qui sont moins expérimentés pourraient tenter de se dire qu'ils n'ont pas la bonne stratégie et qu'il faut changer de stratégie, mais ce serait sûrement une grosse erreur. Et par exemple, si on prend, il y a un exemple assez connu de Peter Lynch, et en fait on remarque que les années où le marché a une performance positive, son fonds avait une performance qui était largement supérieure à celle du marché, mais que quand le marché avait une performance négative, dans ces situations-là, le fonds de Peter Lynch avait des performances qui étaient encore moins bonnes. Et au final, si on regarde sur la durée, son fonds a largement surperformé le marché. Sur 13 ans, il a fait 30% par an, ce qui est vraiment absolument énorme. Et donc dans la présentation de Terry Smith, il nous montre qu'en 2022 et 2023, il y a beaucoup de secteurs pourris qui ont eu des très bonnes performances. Donc c'était des années qui étaient en fait des anomalies. Il parle par exemple, là il montre la petite liste, il parle par exemple du secteur de l'énergie, industriel, les banques, etc. Donc beaucoup de business qui fondamentalement font pas partie des meilleurs, mais qui ont très bien performé sur cette période. Mais donc voilà, il faut bien avoir conscience que c'est une période qui était particulière et que les fondamentaux restent les fondamentaux. Des entreprises qui sont asset light, qui ont des très hauts retours, des très hauts ratios de profitabilité, qui n'ont pas de dette, qui ont de la croissance, etc., qui ont des très hautes marges, voilà, faut rester rationnel, ça reste des business qui sont supérieurs, et donc il faut avoir confiance en sa stratégie, et avoir confiance dans le fait qu'elle va surperformer à long terme, mais pas forcément chaque année. En point numéro 2, il s'en fiche complètement de ne pas être très diversifié sectoriellement. Donc ça me fait penser à, par exemple, j'avais fait il y a plusieurs mois une vidéo sur Nexity. Donc Nexity, j'avais conclu que c'était un business, on va dire, plutôt pourri. Et dans les commentaires, j'avais des personnes qui me disaient oui, mais c'est normal, c'est de l'immobilier, donc c'est normal qu'ils aient de la dette, tu peux pas t'attendre à ce qu'ils aient les mêmes marges que des entreprises comme Visa et tout. Mais ce que j'avais répondu, c'est que si tu as un secteur où tu t'attends à ce qu'il y ait toujours énormément de dettes, toujours des marges très faibles, etc., pourquoi se forcer à investir dans un secteur qui est inférieur? C'est sûrement pas une très bonne idée, et voilà, je pense qu'il n'y a aucun problème à choisir ces secteurs, puisqu'il y a des secteurs qui sont clairement supérieurs à d'autres, et donc si tu veux gagner de l'argent, tu vas pas aller dans les secteurs qui sont pourris. Et donc il nous dit clairement qu'il investira jamais dans l'énergie, il investit pas dans les banques, il investit pas dans l'immobilier, il investira jamais dans tout ce qui est transport aérien, puisque c'est des business qui très souvent ont même tendance à détruire de la valeur, donc à avoir des ratios de profitabilité qui sont inférieurs au coût du capital. Donc c'est comme si vous achetiez un bien immobilier, vous faites un investissement immobilier à crédit, le crédit c'est 5% par an, mais vous avez une rentabilité de 4% par an, vous perdez 1% par an, donc il y a de la destruction de valeur, en fait c'est pas du tout de l'enrichissement, au contraire, c'est de l'appauvrissement. Donc il y a des secteurs qui sont comme ça, et à l'inverse, ils se focus sur des bons secteurs, donc comme tout ce qui est technologie, consumer products et santé. Troisième point, le PER ne suffit pas pour dire si une entreprise est chère. Une grosse erreur qu'on peut faire quand on s'intéresse à la valorisation, quand on cherche à savoir si un business a un bon prix ou pas, c'est de juste regarder un multiple et de se dire, voilà, 15 c'est un multiple normal, le marché voilà c'est 17, un truc comme ça, donc 25 ou 30 c'est énorme, c'est forcément trop cher, j'achète pas. Mais la notion de cher ou pas cher, elle n'existe pas dans l'absolu, c'est toujours relatif à ce que tu as en retour. Donc, dans le cas d'un business, c'est relatif à la croissance que tu as en retour et à la qualité que tu as en retour. Et c'est totalement logique. Imagine simplement, pour revenir à des exemples simples, imagine simplement que tu lances toi ton propre business. Donc, business très simple, tu es tout seul. Par exemple, au hasard, tu as une chaîne YouTube et tu vends un abonnement à un logiciel. Admettons l'année dernière, tu as fait 100 000 euros, cette année tu fais 200 000 et tu prévois de faire 400 000 l'année d'après et 800 000 l'année encore après. Et puis tu reçois un email de quelqu'un qui te dit qu'il veut racheter ton business. Et s'il te propose 400 000 euros pour racheter ton business, mais que toi tu sais que là en un an tu viens de faire 200 000 et que tu penses faire 400 000 l'année prochaine, donc aujourd'hui ça correspondrait à un multiple de x2, forcément tu vas refuser, puisque tu as une croissance de 100% par an. Et s'il te propose au moins 1 million, là tu vas peut-être commencer à réfléchir en te disant est-ce que je préfère avoir 1 million maintenant ou peut-être plus tard.
Et à l'inverse, si tu n'as aucune croissance, ça fait 3 ans que tu fais 100 000 et on te propose de te racheter 400 000, bah là c'est beaucoup plus intéressant puisque tu vas gagner 4 ans de revenus. Et donc on voit bien que le multiple de valorisation, eh ben, il dépend complètement de la croissance. Et donc un certain multiple, il sera pas cher si tu as une croissance très élevée, il sera peut-être très cher si tu as une croissance qui est très faible. Il faut aussi prendre l'aspect qualité, donc un business qui a beaucoup de dettes, bah forcément c'est moins intéressant qu'un business qui n'a pas de dettes, donc tu seras prêt à le racheter moins cher, etc. Donc il ne faut surtout pas regarder uniquement un multiple, il faut prendre en compte la croissance principalement, et aussi l'endettement, etc. Quatrième point, en 2023, il a vendu Adobe. Donc c'était pas suite à leur dernière IA Firefly qui viennent de lancer et qui refuse encore de donner des images de personnes blanches. Cela dit, j'ai testé, c'est beaucoup moins flagrant que le cas de l'IA de Google. Donc là c'était avant, c'était en 2023, donc il avait acheté l'action pendant le gros dip en 2022, il l'a revendu en 2023. Et la raison pour laquelle il l'a vendu, c'est intéressant. Donc il dit que Adobe avait payé 20 milliards pour l'acquisition de Figma. Donc Figma qu'on utilise beaucoup dans les équipes entre développeurs et designers. Donc ça permet aux designers de collaborer sur des maquettes et aussi de les partager aux développeurs. Donc c'est assez pratique. Et ce qui l'a dérangé, c'est que Adobe voulait donner aucun chiffre de Figma, en fait, les revenus, les bénéfices, etc. Tous les chiffres étaient secrets parce qu'ils avaient signé un NDA, donc ils n'avaient pas le droit de dire les chiffres. Donc déjà ils trouvaient ça louche, ils se demandaient pourquoi est-ce que vous avez signé ça. Si vous avez signé ça, c'est qu'il y a un problème derrière, c'est qu'il y a quelque chose à cacher. Mais vu que c'est un gros business privé, ils ont quand même pu trouver des chiffres. Et il se trouve que Adobe a payé 20 fois les revenus. Donc Figma faisait 1 milliard par an, ils ont payé 20 milliards. Donc 20 fois le revenu, c'est cher. Donc déjà on pourrait se dire que c'est une mauvaise allocation de capital. Il s'est dit aussi que le fait que Adobe soit prêt à payer si cher, ça révèle le fait que Adobe a identifié une faiblesse dans leur business qu'ils auraient voulu combler en rachetant Figma. Et donc, pour lui, ça donnait une indication d'un moat qui serait trop faible. Et d'ailleurs, depuis, l'acquisition a été annulée et Adobe a dû payer 1 milliard pour arrêter le deal. En point numéro 5, il parle rapidement d'Amazon, donc Amazon qu'il a aussi vendu en 2023. Et la raison pour laquelle il a vendu, c'est que Andy Jassy, donc le nouveau CEO qui a succédé à Jeff Bezos, donc c'était à la base celui qui dirigeait toute la partie AWS, qui maintenant donc est CEO de Amazon en entier, a annoncé vouloir mettre un énorme focus sur l'achat de courses en ligne, donc pouvoir acheter ses légumes, ses fruits, etc. sur Amazon. Et selon Terry Smith, c'est vraiment une décision catastrophique et une très mauvaise allocation du capital. Et il préférait qu'Amazon se focus sur des business models qui sont de qualité bien supérieure, donc typiquement AWS ou même leur business de publicité. Et donc pour cette raison, il a décidé de vendre. Et après, il précise que ce focus sur la vente de courses en ligne, elle n'a pas eu lieu. Donc, ce sera intéressant d'aller lire les rapports annuels et les questions d'analystes d'Amazon, ce que j'ai pas fait, pour voir est-ce que c'est encore d'actualité, est-ce qu'ils ont changé d'avis, est-ce qu'ils se sont rendus compte que c'était peut-être pas une bonne décision, etc. Mais en tout cas, si on investit dans Amazon, c'est un point important à prendre en compte. Et point suivant, parmi les actions qu'il a achetées en 2023, il y a Fortinet. Donc j'ai une petite position sur Fortinet de mon côté, et c'est pas encore une entreprise que je connais vraiment très en profondeur. Et il en parle pas beaucoup dans la présentation, mais il dit un truc qui est intéressant, c'est qu'il considère que Fortinet est en situation de duopole avec Palo Alto Networks, ce qui est un point très très positif. Les business qui sont en situation de monopole ou duopole, c'est souvent des business qui performent extrêmement bien. On pense à Visa et Mastercard qui sont en duopole, il y a Moody's et S&P Global qui sont en duopole, etc. Donc très bon point. Et dans ce duopole, je suis très content d'avoir uniquement Fortinet, puisque j'avais regardé au niveau des chiffres en tout cas, l'allocation de capital a l'air largement meilleure du côté de Fortinet. Et Palo Alto Networks, leur SBC, donc les rémunérations en actions, sont largement plus élevées, et c'est au point où les actionnaires se font quand même se font beaucoup diluer, contrairement à Fortinet. Donc voilà, il faut que je continue à creuser sur cette boîte, mais c'est un point qui est positif. Septième point, c'est le fait d'être OK avec l'idée de ne jamais investir dans une action qui nous intéresse. Donc il dit que dans son univers d'investissement, donc toutes les entreprises qui remplissent ces critères de qualité dans lesquels il pourrait investir, il y en a plein qui sont dans son radar depuis 14 ans, mais qu'il n'a jamais acheté, qu'il n'a jamais pu acheter, parce qu'il a considéré qu'elles n'étaient jamais à une valorisation qui était attrayante. Et donc ça me fait penser à deux choses. Déjà, on a tendance à beaucoup diviser les styles d'investissement, donc les value, les quality, les grosses, les GARP, tout ce qu'on veut. Mais je trouve ça assez dangereux parce qu'il y a un risque de tomber dans une caricature et du coup d'ignorer des critères qu'on attribue plus à un autre style d'investissement. Mais donc là, on voit que donc Terry Smith, il est considéré souvent comme investisseur quality, mais pourtant la croissance fait complètement partie des choses qui sont importantes pour lui dans ses choix d'investissement.
et la valorisation aussi. C'est simplement qu'ils considèrent que la bonne démarche, c'est de commencer par sélectionner les bonnes entreprises. Donc on réduit son univers d'investissement et parmi ces bonnes entreprises, on va investir sur celles qui sont à des valorisations les plus intéressantes sur le moment. Donc déjà il y a ça, le fait de ne pas négliger la valorisation parce qu'on se dit la qualité se paye, la croissance se paye, oui, mais il y a des limites. Et deuxième chose, quand je fais mes valorisations d'actions, j'ai bien conscience que il est possible que certaines actions n'atteignent jamais le prix auquel moi ça m'intéresserait, mais ça ne me pose strictement aucun problème en fait. Il ne faut surtout pas être dérangé par ça. Et c'est totalement normal d'investir seulement dans quelques entreprises chaque année et ça suffit en fait. Il n'y a pas besoin d'acheter 20 entreprises différentes par an. Et donc je pense qu'il vaut mieux être assez prudent, assez conservateur et donc ne pas chercher à acheter toutes les entreprises qui nous intéressent et ne pas se dire celle-là il me la faut absolument parce qu'il y a un risque de faire des bêtises. Ensuite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8e point. Donc c'est sur le sujet de est-ce qu'il faut sortir du marché. C'est quelqu'un qui leur posait la question, est-ce que vous pensez que ça vous désavantage d'être tout le temps investi? Et Terry Smith au contraire dit que sortir du marché c'est extrêmement risqué. Et il parle d'une stat qu'on voit très souvent, c'est que si t'as pas été investi pendant les 10 meilleures journées, ta performance elle est divisée par 2. Si t'as raté les 20 meilleures journées, tu la redivises par 2. Et si t'as raté les 40 meilleures, tu redivises par 2. Donc ces journées-là, il faudrait être capable de les timer, mais il considère que, je cite, nous n'avons pas les compétences de prévoir quand il faut sortir, et nous ne connaissons personne qui ait ces compétences. Donc attention quand quelqu'un vous dit le marché va baisser, il faut sortir, etc. C'est souvent la meilleure manière, à moins d'avoir beaucoup de chance, c'est souvent la meilleure manière de ruiner sa performance long terme. Et dernier point, sur la question d'investir dans ce qu'on comprend. Et là, je trouvais ça intéressant parce que ça allait à l'encontre de ce qu'on entend très souvent. Donc souvent, on entend qu'il faut investir uniquement dans ce qu'on connaît, dans ce qu'on comprend vraiment, ce qui est vrai dans une certaine mesure, mais je pense que souvent, on peut tomber dans un excès et ça peut devenir un peu une névrose. Et donc, j'aime bien ce qu'il dit là-dessus. Donc, il dit qu'il y a souvent des personnes qui lui disent « Le problème avec l'intelligence artificielle, c'est qu'on comprend pas vraiment comment ça fonctionne. Et donc, on peut pas investir dedans, c'est compliqué d'investir dedans. » Mais en fait, il dit qu'il y a, en réalité, extrêmement peu de choses qu'on comprend vraiment dans le détail sur comment ça fonctionne. Et il donne un exemple tout bête, un produit nettoyant donc pour la salle de bain. Donc c'est un produit hyper basique que tout le monde a, voilà, tout le monde voit que ça fonctionne, mais en fait personne ne sait comment ça marche, personne ne sait vraiment quels sont les ingrédients chimiques à l'intérieur, mais pourtant on sait que ça marche et on connaît les entreprises qui font ces produits, et je suis vraiment d'accord avec lui là-dessus. Donc évidemment c'est toujours mieux d'en connaître le plus possible sur une entreprise, mais faut pas non plus, je pense, attendre de comprendre le truc parfaitement pour investir, sinon t'investiras jamais ou quasiment jamais. Et je pense que la loi de Pareto s'applique, t'as 20% des informations qui vont te donner 80% de la compréhension nécessaire. Et ensuite, oui, c'est utile et oui, c'est intéressant d'aller plus loin que ces 80%, mais voilà, faut être conscient que c'est à rendement décroissant et qu'il ne faut pas attendre de connaître une entreprise à 99% pour investir 1000 euros dedans, quoi. Donc voilà ce que j'avais trouvé intéressant. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez mettre un petit like, ça m'aide à faire connaître plus la chaîne. Et puis si vous n'êtes pas encore abonné et que vous avez trouvé ça intéressant, eh bien vous pouvez vous abonner. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo. A plus!